Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démographie du balbuzard pêcheur en France continentale. Donc, j'ai travaillé sur ce sujet pendant 6 mois dans le cadre de mon stage avec Olivier Durier et Christophe Barbot. Alors, pour donner un petit peu de contexte à notre étude, de nos jours, les zones humides sont des territoires vulnérables face aux changements globaux, entraînant le déclin de nombreuses espèces. Cependant, certaines espèces inféodées à ces milieux connaissent un rétablissement de leur population, voire recolonisent des territoires autrefois perdus. Et ces dynamiques de recolonisation, elles sont encore mal comprises à ce jour. Parmi ces espèces, nous avons le balbuzard pêcheur. Donc l'espèce avait complètement disparu de France continentale au début du XXe siècle, et nous avons assisté à une recolonisation naturelle avec l'établissement d'un premier couple en 1984 dans le Loiret. Donc depuis lors, la population n'a cessé de s'agrandir, comme on peut le voir ici avec l'augmentation du nombre de couples reproducteurs, et elle colonise de plus en plus de départements. Donc cette recolonisation naturelle, elle est favorisée et accompagnée par un plan national d'action qui est mis en œuvre par la DREAL du Centre-Val de Loire et la LPO France, et qui implique un vaste réseau d'acteurs dédiés à la conservation de cette espèce. Et donc le bagage et le suivi de reproduction qui ont fourni les données indispensables à cette étude constituent des actions prioritaires dans ce plan-là. Donc dans notre étude, nous avons considéré 2 zones. Donc vous avez en vert ce qu'on appelle le bastion d'origine, qui contenait la population historique. Et en bleu, on a les départements périphériques, donc la périphérie, où on a eu un essaimage progressif à partir de 2005. Et en parallèle de cette recolonisation naturelle, nous avons un programme de translocation qui a été mis en place de 2018 à 2021 dans les Landes. Alors avant de continuer sur les questions, je vais rappeler brièvement ce qu'est une translocation. Donc dans une translocation, on va prélever un certain nombre d'individus dans une population source et on va les réintroduire dans une zone où ils avaient préalablement disparu pour former un nouveau noyau de population. Donc dans notre cas, nous avons prélevé 38 poussins dans notre population source qui est le bastion d'origine et nous les avons réintroduits dans les Landes pour former un nouveau noyau de population. Donc tous ces éléments nous amènent à plusieurs questions. La plus importante d'entre elles, est-ce que la population de balbuzards pêcheurs de France continentale est viable au cours du temps? Deuxièmement, la démographie dans la zone bastion d'origine diffère-t-elle de la démographie dans la zone périphérique? Et enfin, sur les conséquences de la translocation, est-ce que la translocation a induit une survie différente pour les individus qui ont été transloqués? Et est-ce que le prélèvement d'individus dans la population source a impacté sa croissance? Donc pour répondre à ces questions, nous nous sommes appuyés sur un suivi marquage-réobservation initié en 1995 et sur un suivi de la reproduction initié en 2011. Donc ça nous a permis d'estimer des paramètres de reproduction, de survie et d'immigration pour réaliser par la suite des modèles matriciels et faire ensuite des analyses de viabilité, avec d'un côté calculer le taux de croissance de notre population et ensuite faire une analyse prédictive où on peut essayer de voir comment le taux de croissance peut varier à l'avenir. Donc on va commencer par expliquer comment on a estimé ces paramètres. Donc pour la reproduction, on a fait des analyses assez simples. On a regardé le succès reproducteur, c'est-à-dire le nombre de jeunes à l'envol produits par femelle. Et on a regardé ça au cours du temps et en fonction de la zone considérée. Donc c'est ce qu'on peut voir sur ce graphique. Donc vous avez en noir le succès reproducteur dans le bastion d'origine et en gris dans la périphérie. Et donc ce qu'on peut voir visuellement et qui a été confirmé de manière statistique, c'est qu'on a une tendance qui se superpose. Autrement dit, on n'a pas de différence de succès reproducteur entre le bastion d'origine et la zone périphérique. Donc c'est un premier résultat. Si on regarde maintenant la survie. Donc pour la survie, on a utilisé des modèles multi-événements adaptés aux données de capture, marquage, recapture. Donc dans beaucoup d'études, la survie elle est estimée avec des taux de retour. C'est-à-dire qu'on va baser nos estimations uniquement sur les oiseaux qu'on revoit vivants. Or, un oiseau qui n'est pas revu n'est pas forcément mort. Il peut tout simplement avoir échappé à la vigilance des observateurs, puisque l'effort d'échantillonnage n'est jamais de 100%. Donc dans notre cas, les modèles multi-événements, ils prennent en compte cette probabilité de détection et également des probabilités de transition d'une zone à une autre. Donc ce sont des modèles qui sont plus complets, plus complexes aussi, mais qui apportent des réponses plus proches de la réalité. Et donc comment ça marche? Ce sont des processus itératifs où en fait chaque modèle va tester une hypothèse. Est-ce que la survie dépend du sexe? Est-ce qu'elle dépend de la zone considérée ou du statut de translocation? Et on va essayer de voir quel modèle correspond le mieux aux données observées. Dans notre cas, la survie, elle était mieux modélisée comme dépendante de l'âge, c'est-à-dire qu'elle augmente avec l'âge des individus.
Donc c'est ce qui est représenté sur ce graphique-là. Donc on a une augmentation selon 3 classes d'âge. Donc lorsqu'ils sont âgés de 1 an, de 2 ans, puis à partir de 3 ans et plus. Ce qu'on observe pour la survie juvénile, donc leur première année, c'est qu'on a un effet seuil dans le temps. C'est-à-dire qu'avant 2010, on avait une survie juvénile de 52%, qui est descendue à 36% après 2010. Et elle atteint donc 87% à partir de 3 ans et plus, donc on voit bien la nette augmentation de survie avec l'âge. En revanche, la survie n'était ni dépendante du sexe, ni de la zone considérée, donc bastion d'origine, périphérie, ni même du statut de translocation, donc si l'individu était transloqué ou non. Donc là, on peut déjà répondre à 2 de nos questions de départ. Tout d'abord, on n'a pas apparemment de différence démographique, donc en termes de survie et de reproduction, entre le bastion d'origine et la zone périphérique. Deuxièmement, il ne semble pas y avoir de différence de survie entre les individus transloqués et les autres. Donc maintenant, il nous reste un dernier paramètre à prendre en compte, et c'est l'immigration. Donc quand on voit cette carte, la France, elle disparaît complètement sur les trajectoires des balbuzards européens, donc elle est complètement au centre de nombreuses routes migratoires. Donc on se doutait qu'on aurait cette problématique à prendre en compte. Effectivement, dans notre population, on a des individus bagués à l'étranger, mais également des individus non bagués, donc dont la provenance est inconnue, qui se reproduisent dans la population. Donc dans nos modèles, on va intégrer un taux d'immigration à prendre en compte, donc avec un nombre d'immigrants. Pour donner un ordre d'idée, ces dernières années, on avait 6 femelles reproductrices supplémentaires par an, pour une population de 83 femelles reproductrices. Donc maintenant qu'on a estimé tous ces paramètres, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des analyses de viabilité, donc calculer un taux de croissance. Donc là, le but, c'était d'estimer, donc de simuler une population au cours du temps, et de voir si la population simulée avec les paramètres précédemment estimés correspond aux données observées. Et donc c'est ce qui est représenté sur ce graphique. Donc vous avez en bleu la population simulée de femelles reproductrices au cours du temps, et en noir la population de femelles reproductrices observées au cours du temps. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un modèle qui est en très bonne adéquation avec nos données observées. Autrement dit, le taux de croissance qu'on a estimé pour la population simulée correspond au taux de croissance réel. Et nous avons un taux de croissance qui est de 1,08. Donc si on a un taux de croissance qui est supérieur à 1, ça veut donc dire qu'on a une population qui est viable, qui est en croissance au cours du temps. Donc maintenant, on voulait regarder l'effet de la translocation. Donc je vous rappelle, voir si le prélèvement dans la population source a impacté sa croissance. Donc on a réalisé le même modèle à peu près, sauf que cette fois-ci, on s'est concentré uniquement sur la population source, donc le bastion d'origine, et on a introduit un prélèvement dans nos modèles. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que la courbe en bleu, elle se met pas à chuter drastiquement après la translocation. Au contraire, elle semble se stabiliser puis réaugmenter par la suite. On a un taux de croissance qui est de 1,04. Donc, autrement dit, cette population, elle est en croissance. Et pour pouvoir bien comparer, on a réalisé la même analyse, donc uniquement sur la population source, mais cette fois-ci sans prélèvement. Et on avait un taux de croissance de 1,05. Donc, la différence, elle n'est pas significative. On n'a quasiment aucune différence entre les deux. Ce qui veut donc dire que la population ne semble pas avoir eu, le prélèvement ne semble pas avoir eu d'effet sur la croissance de la population source. Donc on aurait pu s'arrêter là, puisqu'on a répondu à toutes nos questions de départ. Mais on a voulu aller un petit peu plus loin pour essayer de voir comment le taux de croissance peut varier à l'avenir. Donc autrement dit, là le but c'est de voir lequel de nos paramètres serait le plus susceptible de faire varier le taux de croissance s'il venait lui-même à diminuer. Donc on a réalisé des simulations. On a fait artificiellement diminuer nos paramètres indépendamment les uns des autres, et on a essayé de voir donc lequel entraîne une diminution la plus forte du taux de croissance. Donc c'est ce que représentent ces graphiques. Donc par exemple, pour le taux de mortalité, on a augmenté la mortalité de chaque classe d'âge. Pour l'immigration, on a diminué l'immigration jusqu'à avoir 0 immigrant en plus. Et pour le succès reproducteur, on a réduit d'un certain pourcentage le succès reproducteur de toutes les classes d'âge confondues. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un paramètre qui entraîne une diminution rapide et importante du taux de croissance. C'est la courbe représentée en bleu, donc c'est le taux de survie des 3e années et plus, donc des adultes. Et ça a été confirmé par nos analyses de sensibilité. Le taux de survie adulte, ce serait le paramètre le plus sensible. Donc, pour conclure, nous avons une population qui est viable au cours du temps, qui est en croissance. Il n'y a pas de menace a priori imminente sur cette population.
On n'a pas noté de différence démographique entre le bastion d'origine et la zone périphérique, ce qui suggère qu'on n'aurait pas encore atteint un état de densité-dépendance dans le bastion d'origine qui aurait pu expliquer des différences démographiques. Les estimations de survie et de reproduction, ça correspondait globalement à ce qu'on a trouvé dans la littérature. Et concernant maintenant la translocation, pas d'effet de la translocation sur la survie des individus transloqués, pas non plus d'effet du prélèvement sur la croissance de la population source. Donc cette opération, elle représente un très grand bénéfice à l'échelle nationale, puisque les balbuzards, ils sont philopatriques, mais leur extension sur le territoire, elle reste quand même assez lente. Donc ces opérations de translocation, elles permettent d'accélérer les processus de recolonisation, et dans notre cas, le but, c'était de reconnecter les populations très morcelées du sud de l'Europe. Donc à l'avenir, ce sera le taux de croissance, le taux de survie adulte, qui sera à surveiller en priorité. Et donc, dans le cadre du plan national d'action, ces résultats, ils apportent des informations précieuses pour continuer à établir des stratégies de conservation de cette espèce emblématique. Donc, je vous remercie pour votre attention et je remercie tous les collaborateurs de ce projet. Merci beaucoup.